À la base de tout ça, c'est quoi? Pourquoi que le monde voyage? Qu'est-ce qu'on cherche? Je pense que plus tu voyages, plus tu vois des choses à l'international puis ailleurs, plus quand tu reviens ici, tu te rends compte, premièrement, qu'on connaît pas grand-chose de chez nous, vraiment, de notre voisinage ou dans un rayon de quelques heures ou même 1 heure de chez soi. Tu te rends compte que les histoires sont tout aussi fascinantes que ceux que tu vas découvrir à 10 heures d'avion de chez vous. Pourquoi qu'on ne connaît pas plus nos voisins puis qu'on est devenu citoyen du monde? Je pense qu'en effet, il y a une opportunité de mettre en valeur ces personnes-là. Je pense que c'est là, je pense qu'il y a une possibilité d'amener les gens à sortir de leur chemin, tu sais. Je t'amène ici, tu n'es jamais venu, tu sais. Puis là, tu fais comme, ah ouais, OK, il y a ça à Québec. Tu sais, on est dans la grande région de Québec, là. Devenir un meilleur voyageur, je pense que c'est de prendre conscience que c'est un énorme privilège de pouvoir voyager. C'est trop important pour moi d'explorer, d'aller. J'aime trop les gens, puis la découverte, le territoire, pour me dire que le voyage n'a plus sa place. Par contre, je pense que ce qu'on peut se dire, à travers toutes les rencontres qu'on a, à travers le territoire qu'on a au Québec, au Canada, c'est qu'on n'a pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la planète pour voyager, pour vivre de l'exotisme, pour être dépaysé, Puis on n'a pas besoin de chercher non plus les grands sites touristiques. C'est de valoriser l'offre de proximité, puis de se dire que des belles personnes, il y en a partout. Puis c'est ça qui fait le voyage, puis l'expérience, en fait, de ce qu'on peut vivre. Offrir une alternative aux voyageurs, il va les inciter à faire leur introspection, à questionner la façon dont ils voyagent. Ça va les inspirer à voyager mieux. Le voyage existe parce que des voyageurs, si chacun d'entre eux vise à voyager mieux, je pense que l'industrie peut juste être plus belle puis plus saine. Ouais? Je suis prêt quand tu veux, mon beau Ali. Yes. C'est drôle parce que des fois, j'ai l'impression que quand on voyage vraiment loin, on a cette ouverture-là. Puis quand on voyage chez nous, on prend pas le temps de se dire « faut que je sois ouvert ». C'est fou ce qu'ils ont à t'apporter, ce qu'ils ont à t'apprendre. C'est vraiment de se mettre dans le mode ouverture d'esprit qui change la donne, je pense. Ces savoirs-là, c'est pour le transmettre à d'autres, c'est pour le partager. Puis peu importe la communauté, puis peu importe finalement l'individu, il y a toujours finalement un cœur, puis dans les veines, finalement, que c'est le même sang qui coule. Ça me fait chaud au cœur de dire ça. Correct?
Mais vous le faites bien, la transmission, en tout cas. Déjà là, merci. Pour moi, un hôte qui partage son identité culturelle, c'est un hôte qui t'invite dans son univers de la façon la plus authentique qui soit. C'était une invitation dans son univers, dans tout ce qu'il est en tant qu'humain. Puis je pense que pour un voyageur, c'est riche, puis c'est des connexions vraiment authentiques. Notre premier arrêt, ça a été à Mingan, à la Maison de la culture Innu, pour rencontrer une femme complètement exceptionnelle, d'une sagesse incroyable, Madame Rita, qui a donné littéralement tout ce qu'elle était, tout son être, pour nous souhaiter la bienvenue avec un rituel typiquement autochtone, typiquement Innu, pour qu'on se sente bien dans le Nitassinan, leur territoire. Notre deuxième arrêt sur la Côte-Nord, on se rend jusqu'à Natashquan. On va rencontrer Daniel Lalo, puis sa famille. Puis il nous a fait vivre une activité de pêche traditionnelle au homard. On a pu l'accompagner dans son bateau sur le territoire qu'il connaît parfaitement pour nous faire vivre cette activité-là. Dans notre vie quotidienne, tout va vite. Tout est planifié, on prend pas le temps. Puis avec la famille Lalo, c'est comme si le temps s'arrêtait. On n'y pense plus, on vit le moment présent. Puis c'est quand même déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est aussi tellement ressourçant. Ça permet de te reconnecter avec les humains qui sont là, avec la nature qui t'entoure, puis aussi avec toi-même. On se sent vraiment ailleurs quand on vient sur la Côte-Nord. C'est magnifique, c'est un décor que moi, j'avais jamais vu. C'est sauvage, c'est pur. Tu pêches avec la perche, puis après, tu le mets dans le bac. Dan prenait les homards avec ses mains. Moi, ça a été un peu plus difficile. J'étais hors de ma zone de confort, mais c'est en sortant de notre zone de confort qu'on apprend le plus. Puis honnêtement, c'était une expérience inoubliable. Après avoir assisté Daniel dans sa pêche au homard, il nous a amenés sur une île en face de Natashquan où il y avait bâti un campement juste pour nous avec des tentes traditionnelles. J'ai même eu la chance de faire le propre sapinage de ma tente. Ça sent bon, c'est magnifique, tu te sens seul au monde. Puis en même temps, tu partages un moment magnifique avec la famille Lalo. Tu manges les homards que tu as toi-même aidé à pêcher. C'est une dégustation, c'est un moment de partage avec la famille Lalo qui est tellement généreuse. Sur la Côte-Nord, on sent bien la diversité culturelle par la présence Innu qui sont prêtes à vous accueillir puis à faire découvrir une culture complètement différente de celle des Allochtones. On se sent vraiment ailleurs quand on vient sur la Côte-Nord. Je pense que rencontrer l'autre, c'est rencontrer un autre univers. Puis, à partir du moment où on partage chacun nos deux univers, après, quand on part avec un petit morceau de l'univers de l'autre. Donc, forcément, ça vient nous changer en tant qu'humains, puis après voyageurs, etc. Mais déjà, en tant qu'humains, ça vient nous changer. Oui, donc, moi, je suis un artiste hip-hop de métier. Je suis un rappeur de métier. Je suis un des premiers rappeurs ici à Québec. J'ai commencé en 1995, mais j'ai toujours eu une grande passion pour l'histoire. J'ai étudié dans ce domaine-là, mais jamais que j'ai vu cette histoire-là. Jamais qu'on m'a parlé d'esclavage ici, jamais qu'on m'a parlé de cette présence noire ici. Et ici, si tu veux venir avec moi, je vais te montrer un lieu... Un lieu que je trouve fondateur pour cette histoire-là, parce que c'est ici qu'a habité le premier esclave au Canada, le premier esclave noir au Canada. Au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain
à vivre de manière permanente au Canada. Puis il avait environ 10 ans. Donc, il arrive tout jeune, tout jeune. C'est comme... Et voici ce que le père Paul le Jeune écrit en 1633. Il écrit « Je suis devenu régent en Canada. » Il devient prof. « J'avois d'un côté un petit sauvage et de l'autre petit nègre ou mort à qui j'apprenais à connaître les lettres. Et je n'aurais point échangé ces deux étudiants pour le plus grand auditoire de France. » Et donc, ce jeune homme est le premier esclave ici, mais au-delà du statut d'esclave, le premier Africain à vivre de manière permanente ici est l'un de nos premiers étudiants. Dans toute l'histoire académique canadienne, l'un de nos premiers étudiants était ce jeune Malgache. On va lui donner le nom de Olivier le Jeune. Parce que tu vois, Olivier le Jeune, depuis l'année passée, est reconnu comme premier personnage historique noir dans l'histoire du Québec. La première fois qu'une personne afrodescendante ou africaine est reconnue comme personnage historique. Olivier le Jeune depuis 2020. Tu vois, je suis passé cette semaine, je voyais de jeunes Africains, afrodescendants qui étaient là en train de jouer. Je veux qu'ils puissent pouvoir voir ça et savoir qu'il y a une présence noire ici depuis 390 ans. Et tu sais, il faut que tu sois passionné d'histoire noire, passionné d'histoire noire ici. Donc, ça vient une niche dans une niche dans une niche, tu vois. Au Québec, on a du sang autochtone, du sang français, du sang britannique, du sang écossais, irlandais et noir aussi, avec cette présence-là. Leur ancêtre est noir. Et les gens me le disent. « Ah, écoute, c'est drôle, tu parles de ça. Mon ancêtre est noir. » C'est fou! C'est fou, l'histoire, c'est malade. L'identité, c'est propre à chacun. Puis plus on voyage, plus on se déplace, plus on se remet en question sur nos façons de faire. Puis de voir des gens qui font un retour à la terre, qui partent de la ville pour venir se grounder en Estrie, passer des grandes tours à cultiver la terre, bien, je trouve que ça l'inspire à l'action, ça donne le goût de vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qui nous définit en tant que personne, en tant que voyageur, puis qu'est-ce qu'on a le goût de faire aussi à travers nos rencontres, à travers notre voyage. Ici, c'est le studio Le Nid qu'on a construit il y a une dizaine d'années, puis où on a accueilli plusieurs artistes. La semaine dernière encore, il y avait des résidences créatives ici. À la mezzanine, on retrouve une chambre pour les artistes avec le petit balcon ici. C'est bien le fun pour répéter Roméo et Juliette. Puis ce qui est le fun, en fait, d'avoir quelques spots d'hébergement pour pouvoir dormir soit dans le studio ou dans l'atelier avec le loft d'invités, c'est quand la création se poursuit ou quand on est dans une bonne vibe, on peut toujours continuer puis garder les gens à dormir. Ça peut être des séjours créatifs de 2 jours qui deviennent des séjours de 6 jours. On ne sait jamais où la création va nous amener. Puis c'est important de garder les antennes ouvertes pour pouvoir donner place à cette création-là. C'est ça qu'on a créé ici. Fait que l'idée de faire des trucs internationaux dans un petit village de 500 habitants ou d'amener des éléments de la ville dans notre communauté, puis en même temps, pour se rendre compte que cet art-là, cette création, tout ça, elle était déjà là. C'est juste qu'on ne la voyait pas parce qu'elle n'était pas mise en valeur. Comme je l'ai dit plus tôt, des sculpteurs comme Normand Toupin, comme Indra Singh, qui est dans la région ici, c'est des artistes de renommée internationale qui sont dans un petit village à Saint-Adrien ou à Notre-Dame-de-Ham. Et puis, un peu, notre mission, c'est de réussir à mettre le focus sur ces gens-là aussi, puis sur le territoire, puis d'aider le territoire, puis les gens qui y vivent, puis les gens qui vont le visiter, à se développer puis à se rencontrer. Ce qu'on crée ici, en fait, c'est une ouverture pour faire en sorte qu'à travers les arts, la culture, la communication, qu'on puisse s'élever puis aller à la rencontre des autres.
pense que, premièrement, tu sais, de voyager, c'est de s'ouvrir aux autres. Puis, je pense que ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment la possibilité de changer. Tu sais. Si on a envie de voir des changements dans notre société, tu sais, comment les opérer, puis comment faire en sorte qu'on puisse ensemble faire advenir des futurs souhaitables. Ouais. Peut-être. Fort un peu. Ce qui est inspirant ici, je pense, puis ce qui, moi, en tout cas, m'inspire dans ma création, c'est le fait que quand je regarde dans les airs, je vois le ciel. Tout le tour, c'est de la forêt, c'est de la nature. On est à 6 km dans la forêt, dans un village de 500 habitants. Fait que c'est le fait d'être tout seul. Puis aussi, ce qui est inspirant, je trouve, c'est de remplir cet espace-là de gens que j'aime puis de création. Fait que c'est un peu le moteur, en fait, de l'endroit, tu sais. C'est la création puis l'accueil, en fait. De prendre le temps de vivre quelque chose et pas être tout le temps en mouvement, d'enchaîner les choses, les expériences, les trucs là. Faut, je pense, prendre le temps de vivre, puis après d'enregistrer ce qu'on a vécu. Ou des temps de vide aussi. L'accueil, l'art de l'accueil, c'est accueillir l'autre sans prétention, comme il est. Découvrir l'autre, découvrir la personne. C'est ça, dans le fond, là. Une première rencontre, quand on rencontre une personne, c'est un mystère. C'est toujours un mystère à une personne. Quand je la vois la première fois, là, tu sais. Je vais l'entendre, je vais l'écouter. Et après ça, on peut savoir un petit peu comment intervenir, comment s'orienter. Mais c'est ça, l'art de l'accueil. Parce que nous, on a tout légué à la population québécoise. On a tout légué. Les bâtiments, les terrains, les collections, on n'a plus rien. C'est correct, on est bien comme ça. On peut continuer de jouir de ce patrimoine-là quand même, en habitant les lieux. Mais vous êtes chez vous. Alors, c'est ça qu'on leur dit, nous autres, quand ils disent hey, « ça vous fait quelque chose d'avoir quelqu'un », non, vous êtes chez vous. On vous l'a légué, ça. Le patrimoine, c'est un patrimoine québécois, puis c'est chez vous. À l'époque, il n'y avait qu'une lueur, comme une étoile. Une possibilité. La possibilité d'un monde nouveau, riche en couleurs, fertile d'idées. À l'époque, nous étions trois Augustines. 3 pour aller à leur rencontre, découvrir leurs coutumes, pour soigner, aider, partager. Nous étions 3 et beaucoup d'autres pour construire cet hôpital, le premier en Amérique, au nord du Mexique. Le premier d'une douzaine, le début de notre legs. Nous autres, avant, pour nourrir les malades de l'hôpital, puis se nourrir, on avait des fermes. On avait une ferme à l'île aux grues, on avait une ferme, des fermes, il y avait beaucoup de terrain qui nous appartenait. Alors, on pratiquait ce genre d'agriculture-là, naturelle et tout ça. On se servait de ça pour nourrir les malades. Et puis, ce qu'on revoit aujourd'hui, là, le retour des jeunes là, aux terres et tout ça, là, c'est très sain. Hein? On est vraiment... moi, je suis émerveillée de ça quand je vois des reportages, je vois des jeunes qui s'imbriquent, s'investissent dans l'agriculture et tout ça. Revenir à des choses simples. Puis qui aident les personnes à se garder aussi en bonne forme, en santé. Ça prend pas des moyens extraordinaires des fois. C'est une hygiène de vie naturelle. La force du vivre ensemble, c'est très fort dans nos communautés augustiniennes, oui.
très, très fort. Nous autres, on accueille toute personne ici, là, c'est toujours ce qu'on a fait dans nos hôpitaux. Pour question de race, de religion, de langue, on accueillait tout le monde. Hein. Puis nous autres, on était contentes parce qu'on a dit que ça va demeurer un lieu pour les personnes qui prennent soin des autres. C'était notre vocation, nous autres. C'est toujours été ça. On s'occupait des malades. On rentrait ici parce qu'on voulait s'occuper des malades. C'est des mystères, les personnes. Hein. On était habitués avec ça à l'hôpital. On a tellement rencontré de personnes. Alors, c'est d'être là tout simplement, puis d'accueillir, d'écouter avant de parler, puis de surtout pas juger. Pour moi, le pouvoir de la rencontre avec l'autre est indéniable. Je pense que chaque personne, chaque humain rencontré sur notre route a quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Peu importe le sexe, l'âge, la culture, la religion, je pense que chaque rencontre est significative en autant qu'on l'approche avec ouverture d'esprit puis le cœur ouvert. J'ai choisi cet endroit aller ici, donc j'ai été attiré par cette place-là. Puis quand je suis arrivé ici, là, c'était ici que ça se passe. J'étais vraiment là en mai 1995. Ouais, je suis arrivé ici. Puis c'est cet endroit-là qui m'attirait, cette place-là, qu'il fallait que je réalise mon rêve ici, que j'avais. Quand j'avais 12 ans, je rêvais d'un endroit de même. Quand j'étais dans le pensionnat, je rêvais à ça. Puis en fait, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel tu te mets. Si tu t'ouvres aux gens, surtout des gens comme Claude, c'est fou ce qu'ils ont à t'apporter, ce qu'ils ont à t'apprendre. C'est vraiment de se mettre dans le mode ouverture d'esprit qui change la donne, je pense. Ouais. Des fois que moi, je partage un peu ma vie, un peu tout ce monde-là, j'enlève une couche de mon monde. Je me libère en même temps. Je me libère. Tu sais, je nettoie, j'allège, je deviens plus léger, puis j'aide des gens en même temps. Voyez-vous, on est toutes les mêmes personnes. Vous avez des enfants, vous avez une femme, votre mari. Il y a des gens qui sont venus ici. Écoute, le gars m'a laissé sa carte. Je pourrais t'en montrer tout à l'heure. Il y a un château, là. Il y a un vignoble, je ne sais même plus combien de millions de bouteilles de vin qu'il fait, là. Mais invité chez eux dans son château, là, tu sais. D'autres qui ont des domaines, ils sont partis d'ici en broyant, là. Tu sais, il dit, moi, j'ai tout ça, mais j'ai rien. Je prends même pas soin de ma famille, de mes enfants. Je suis dans ce monde d'argent, de château, de tout ça, tu sais. Mais là, vous me ramenez, là, la priorité, là, ma femme, mes enfants, tu sais. N'oubliez jamais, là, tout ça vous est prêté. La journée que vous allez perdre un de vos enfants, vous allez faire quoi? Il a dit, j'aurais donc dû m'occuper des autres. Bien, ils sont là, là. Tu sais, engagez d'autres mondes pour s'occuper de vos affaires, puis occupez-vous de vos enfants, votre famille. C'est ça, la vraie vie. C'est pas... Oui, l'argent fait partie de ça. Oui, c'est là, correct. T'en as plus, tant mieux. Mais est-ce que t'en as pas, ça te donne que t'es rien? Non. Non. Je pense que des fois, ça en tant qu'Occidentaux qui n'ont pas souvent fait confronter leur mode de vie, leur mode de pensée, ça peut être un peu plus difficile. C'est pour ça qu'il faut arriver ici avec un esprit vraiment ouvert, de se dire, je prends les choses comme ils arrivent, puis de les considérer au même titre que tu considères ta propre réalité. J'aime toujours dire que la réalité est dans les yeux de celles qui la regardent. Toutes les réalités s'équivalent. C'est important d'aller voir celle des autres, puis peut-être que ça va même changer la tienne. Moi, la spiritualité, ça a changé ma façon de voir tout. Puis Claude, il a encore plus renforcé ce côté-là de moi qui a envie d'explorer un monde plus invisible, un monde plus énergétique. À chaque fois, là, je te jure, je te parle en ce moment, là, puis genre, j'ai comme quasiment le cœur serré tellement, genre, c'est... Excusez. C'est vraiment fort pour moi ici, là. Excusez-moi. Non, je voulais pas que ça fasse ça. Claude, c'est genre une personne vraiment importante que j'ai rencontrée. Excusez, c'est vraiment niaiseux. C'est correct. Il
Répète ça. Puis il me fait vraiment... Claude, il me fait mettre les pieds dans le moment présent, dans mon enracinement. Claude, il m'a remis vraiment centré. Fait qu'à chaque fois, là, juste de prendre son énergie puis l'énergie de sa place, c'est quelque chose qui s'achète pas. C'est quelque chose que tu peux pas repartir avec. Tu l'as en toi. Ouais, excusez. Non, mais c'est trop beau. Moi, je veux brailler aussi. Je me trouve calée. Ben non. Je savais en plus que ça ferait ça parce que en m'en venant en auto, là, je le sentais, ma genre de boule de... Je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte. Puis juste tantôt, en me promenant, là, je me sentais tellement bien. Puis je trouve ça vraiment spécial de vivre ça dans ma région. Ouais. Entendez-vous le vent? L'aspect du silence dans le voyage, dans la vie en général, je trouve que ça permet en fait de, en tout cas pour moi, de connecter à l'endroit où on va, puis aux gens qu'on rencontre. C'est aussi ce qui fait la différence entre voyager seul puis voyager accompagné. Quand on voyage seul, on n'a personne là qui partageait tout de suite ce qu'on est en train de ressentir, ou on n'est pas dans la réaction. Fait que, en fait, c'est comme si on est un écran vide, puis juste on a la capacité de recevoir. Puis après, on peut s'exprimer, puis on peut partager. Donc, l'aspect silence et spirituel, je trouve que c'est vraiment important dans le voyage pour ressentir profondément ce qu'il y a là et puis ce qu'on est en train de vivre. Je pense pas qu'il y a quelque chose qui met tout autant level que d'être en nature, tu sais. Ça nous ramène tout à une place où on est plus vulnérable, plus ouvert aussi, je pense, plus aux autres, à la nature, à l'apprentissage. C'est super riche. Tu sais, c'est comme... C'est magique, en fait. Je pense qu'on se rend tout compte qu'on peut pas continuer d'être autant en parallèle de notre environnement, tu sais. On l'habite, on en fait partie, puis de tisser le plus de ponts possible par des initiatives comme l'auberge éco-responsable, par les voyages en nature que je veux faire. C'est juste de se rappeler qu'on fait partie de ça, tu sais. Puis je sais pas si c'est une communauté à proprement parler ou si c'est juste une réalisation qui nous habite tout un petit peu en ce moment, tu sais. Ah, toi, t'es quelqu'un de plein air. Ah, toi, t'es un artiste, tu sais, alors qu'on est tous un peu. Puis on peut vraiment tous profiter de faire du plein air, d'aller en nature, mais de créer aussi. Je pense que chaque personne, même si elle ne se définit pas comme ça, a un côté créatif. Parce que naturellement, où est-ce qu'on va pour se ressourcer, pour prendre une pause? Fait que c'est comme de faire une pierre deux coups, tu sais. Il y a comme... C'est attirant pour les gens pour ça, je pense. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager ce que je connais. Je pense que j'ai encore énormément à apprendre, mais justement, c'est un accélérateur de faire des ateliers comme ça. Ça nous rapproche, puis ça nous remet dans un contexte, tu sais. Tu l'apprécies donc bien plus, ta bière, si tu l'as faite toi-même. Tu l'apprécies donc bien plus, ton panier de légumes, si tu connais Mireille, l'agricultrice qui te l'a fait pousser, tu sais, puis tu le sais qu'à chaque fois que ta voix, elle a de la terre qu'il y a dans le pli de coude, tu sais. Se déconnecter pour se reconnecter, il faut qu'on droppe nos appareils pour aller vivre des choses pour de vrai. Puis qu'on ne fasse pas juste les consommer sur notre tablette, sur notre écran. Mais
L'humain a une grande force, c'est sa capacité de développer son langage, de parler, d'utiliser les mots clairs, précis. Mais on oublie souvent, des fois on a tendance à parler beaucoup, puis on oublie trop souvent d'écouter. Puis d'aller à la rencontre d'hébergeurs, de passionnés, de toutes sortes de sujets, en fait, nous amène ce désir-là de prendre le temps d'écouter. Puis c'est une autre manière d'entrer en communion, en fait. C'est une autre manière de connecter avec les gens, de faire preuve de silence, d'humilité, de juste prendre le temps d'être là puis de le vivre. Puis ça, tu dégages une ouverture qui fait en sorte qu'il se produit quelque chose. Juste de par le silence, tu as une connexion aux gens complètement différente. Puis, il y a des gens chez qui on voyage, que ça fait partie de leur culture. Il y a des gens qui vont juste être des scans à aura, hein? Prendre le temps de te saisir dans ton profond de toi. Puis ça fait partie du voyage, puis c'est ça la connexion. Puis c'est sûr que quand tu communiques par le silence, ça n'a pas le choix de te transformer. Ça n'a pas le choix d'avoir un impact sur la personne que tu es, ou du moins les remises en question. Tout ce qui est ici, c'est de quoi j'ai rêvé. Bon. Puis ma femme aussi, Madeleine, je l'ai vue dans un rêve. Puis quand je l'ai vue, je savais que c'était elle. Non, moi, je crois beaucoup aux rêves prémonitoires. Si on veut, les rêves se réalisent. Le domaine de notre chimique, c'en est un. Moi, ma mission, c'est rendre les gens plus responsables de l'environnement. On a des tipis. On a les camps prospecteurs. Ça a inspiré de la tente prospecteur, mais c'est plus contemporain. Ils sont aménagés avec un plancher et une porte. Là. Puis on a la maison longue pour des plus gros groupes. On l'appelle le chapitoine. Mais non, on a des beaux échanges avec les gens, puis des beaux partages. Il se passe de quoi, là? Il y a une communion avec la nature. Madeleine m'a appris aussi à respecter les arbres, puis à faire comprendre que dans les arbres, que tout arbre est vivant. Puis chaque arbre est un confident. On les prend avec nos bras, puis on lui confie nos joies ou nos peines. Puis, on lui met un peu de tabac. Le tabac, chez les Autochtones, c'est une façon de remercier la Mère Terre quand on a vécu des belles choses. Ce qu'il faut voir, c'est que l'espace, c'est pas juste un lieu. L'espace, c'est un temps, c'est une saison. L'espace, il est meublé aussi de personnes qui y habitent. C'est indissociable des communautés qui sont là sur place. Comme je le mentionnais, les îles de la Madeleine, c'est un espace qui change au gré des saisons. Il y a des gens qui s'approprient l'hiver, qui vivent avec. La résilience, la force de la nature, le vent, la glace, la neige. Il y en a qui font du surf l'hiver. On est allé une année qui est une des rares années où il n'y a pas eu de banquise. Puis on a rencontré Mario qui voyage partout dans le monde, mais qui revient toujours à son camp de base aux îles, puis qui nous témoigne de son anxiété par rapport au fait qu'il n'y a pas de banquise cet hiver aux îles. Les Blanchons, comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas mettre bas, les phoques ne peuvent pas mettre bas le phoque de Groenland sur des glaces à la dérive.
Donc, ils sont allés sur la côte nord explorer pour voir. Mais tout ça, cet espace, c'est comment, dans un espace qui pourrait être très hostile, il y a énormément de chaleur qui se dégage des communautés parce qu'elles restent tissées serrées, puis il y a peu de touristes à ce moment-là. Donc, on vit des moments qui sont uniques là, par rapport à ce qu'on peut vivre dans les périodes de haute saison. Je suis un plongeur, je suis un caméraman, mais je suis un témoin privilégié. C'est un peu comme ça que, en tout cas, que je me définis. Donc, juste de parler de façon tout à fait normale, naturelle, puis expliquer des histoires, comment je le vois. Donc, on ne se perd pas dans des chiffres à ne plus finir, puis des théories. Moi, c'était comme ça en 90, puis c'est comme ça aujourd'hui. Donc, ça fait un méchant changement, puis je le montre avec des photos, je le montre avec des bouts de film. Ça fait que je pense que les gens, premièrement, comprennent mieux qu'est-ce qui se passe en réalité. Puis on dirait que le monde sort en se disant... qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer justement l'environnement? Ou, tu sais, souvent on me demande, t'as-tu décidé? Moi, je serais prêt à m'impliquer. Donc, je pense que ça déclenche quand même un petit quelque chose. Présentement, dans les océans, tout est après de bouger. Plus rien de stable. Ce qui crée un problème aussi pour les scientifiques qui étudient les espèces parce qu'il y a des données depuis 40 ou 50 ans sur des migrations. Ces migrations-là ne tiennent plus du tout. Là. Plus rien qui marche. C'est pas naturel pour eux, là, mettons. Là. Mais ils sont obligés de s'adapter eux aussi. Hein. Tout est après de s'adapter, là, sauf l'humain. Ça fait 40 ans exactement que je fais ça. Ça fait 40 ans, les 30 premières années, on s'est jamais posé la question, est-ce qu'il va y avoir de la glace cette année pour les phoques? C'est même pas quelque chose qui était dans notre tête. À chaque année, on s'en allait aux glaces. Il y a 10 ans, pour la première fois, on assistait à un hiver, pas de glace. Donc, et là, c'est notre 3e hiver. Et quand on parle des années 92, 93, la glace dans le Golfe le pourcentage, c'était 97, 98, 96 %. Le Golfe était plein. Donc aujourd'hui, il est vide complètement. Ça fait que c'est sûr que ça fait tout un changement. Ça fait que les gens qui vivent ça ou qui vivent les grandes canicules l'été ou quelque chose, à un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait la tête dans le sable pour pas comprendre qu'il se passe quelque chose, là, tu sais. Des fois, je le dis autour de moi, regardez ça, tu sais, comment c'est fou, là. Comment tout ça est après de changer à la vitesse grand V. Puis je le dis souvent aussi, c'est moi, je vivrai pas beaucoup ces impacts-là, mais quand je garde mes petites filles, tu sais, ça c'est sûr qu'eux autres, je me demande dans quel monde ils vont vivre, là. Tu sais, ça va vraiment pas être facile pour je dirais, ceux qui ont aujourd'hui 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, quand il va avoir 30 ans ou 40 ans dans le monde. Si on continue comme ça, on a tout ce qu'il faut pour ralentir puis améliorer un peu. Si on continue comme ça va être vraiment désastreux pour eux, là. Ça va pas être facile, là. Les changements climatiques, c'est pas compliqué. On aurait juste à bien consulter les Amérindiens, bien consulter les Inuits, puis on pourrait déjà faire un méchant pas en avant, là.
arrives à Longue-Pointe-de-Mingan, tu dois prendre un Zodiac. Puis déjà là, l'expérience est commencée. Parce que tu traverses entre des îles, il y a des monolithes, les oiseaux qui passent partout, les macareux. C'est déjà magnifique, puis t'es même pas encore arrivé à l'île aux perroquets. Puis tout d'un coup, hors de la brume, l'île aux perroquets avec son phare qui date des années 1880, c'est historique, c'est magnifique. T'es sur une île au milieu du golfe du Saint-Laurent, puis tu vas y passer la nuit, tout seul, avec les amis. C'est vraiment une expérience incroyable. La personne qui nous a accueillis sur l'île, c'est encore plus spécial parce que c'est Pierre. Puis Pierre, en fait, c'est le fils d'un des gardiens du phare. Son père a été gardien pendant 26 ans, je pense qu'il me dit. Puis lui, il a passé son enfance sur l'île aux perroquets. Il la connaît sur le bout de ses doigts. C'est la meilleure personne pour te transmettre son histoire. C'est vraiment une expérience en soi. Tu te sens seul au monde, au milieu du golfe du Saint-Laurent. Bienvenue Merci. à l'île aux perroquets. Merci. On est en plein golfe Saint-Laurent, en pleine Minganie, au début de la Minganie. Puis on est à l'entrée de l'archipel de Mingan. Fait que ça, c'est déjà. Puis l'archipel de Mingan, on le sait, c'est un parc national en plus. C'est que ma mère a rencontré mon père qui était gardien de phare. Ils se sont mariés, puis bien entendu, de leur union, me voici. C'est ma mère qui m'avait dans les bras. Oui, j'étais un petit bébé. J'étais à peu près ça de long. Ma mère arrivait de l'hôpital, bien entendu, où je suis né. Quelques jours plus tard, 5-6 jours, et je suis arrivé ici. Mais c'était pas comme ça. Ce phare-là, c'est notre patrimoine. La voir aujourd'hui reprendre vie avec l'auberge, je pense que... Oui, il aimerait ça. Hein? Il viendrait sûrement faire un tour. De là, l'importance de ce que vous faites aujourd'hui, justement. Vous valorisez tout ce que votre père a bâti, a vécu. Excuse. C'est beaucoup de souvenirs, hein? Surtout cette partie-là. T'es accueilli comme chez ta grand-maman, sert de la nourriture, s'assure que tout est correct, que t'es bien. Madame Vaillancourt me donnait même des petits câlins. C'était vraiment comme une ambiance familiale. C'était vraiment, vraiment spécial. Ils sont tellement attachants. L'île, en plus d'être magnifique, c'est aussi un sanctuaire extraordinaire d'oiseaux migrateurs. Les macareux, c'est des petits pingouins. C'est tellement beau, puis c'est rare de les voir parce que c'est une des seules places où ils viennent nicher au Québec. Donc, c'est vraiment une expérience géniale de pouvoir avoir une proximité avec ces oiseaux-là. Bien, je pense qu'en voyageant, tu sais, des fois, on veut découvrir, vivre des expériences, découvrir des paysages, aller voir une montagne, un jardin, des vignes. Mais au final, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est les gens, tu sais, les plus beaux souvenirs de voyage, c'est avec les gens qu'on rencontre. Puis c'est ça qu'on fait, tu sais, depuis le début de notre séjour. On rencontre des passionnés qui nous partagent, qui nous ouvrent leurs portes dans leur quotidien avec authenticité. Puis ces rencontres-là authentiques, ces expériences-là dans leur milieu de vie nous ramènent beaucoup à nous, de qu'est-ce qui est important pour nous, pourquoi on voyage, pourquoi on va rencontrer les gens. Puis je pense que c'est des fois juste pour réaligner, tu sais, ce qui nous fait vibrer, ce qui fait du sens dans nos vies. Puis par opposition ou par similitude, tu sais, il y a des choses que tu dis, hey, ça me parle moins, mais ça me parle vraiment. Puis faire des choix de vie qui sont cohérents avec nos valeurs, dans le fond. Fait-tu du sens, ça?
ça. Tu sais, on vient quand même du milieu Oui, c'est ça. Sophie faisait sa maîtrise en environnement avec les enfants. Puis elle a tout le temps été dans le milieu de la restauration. Tu sais, fait qu'elle a tout le temps été comme dans le partage de ces choses-là, dans le service. Puis moi, j'ai fait mes études en sommellerie. Tu sais, fait que ça faisait juste du sens de recevoir des gens. Puis est-ce que ça va être weird d'avoir du monde à côté? Comment on va se sentir? Puis tu sais, dans Montréal, tu vis un sur l'autre dans un siplex, puis tu te poses pas cette question-là. Mais quand tu arrives en région, on dirait que il y a tout le temps cette crainte-là que les gens nous disaient « Vous n'avez pas peur que ça vous coste de partager une piscine? » Mais on a 40 acres de terrain, puis on a de l'espace à partager, puis on a un projet super vivant à côté. Puis que les gens, on dirait qu'avec la pandémie, tout le monde a fait comme « Je veux un retour à la terre, je veux qu'on... Ouais. Tu sais, je veux un projet comme ça. » Puis nous autres, on l'avait déjà qui commençait. Fait que, déménager, on vient voir la région. Tu sais, on arrive ici, puis c'est comme... on veut visiter partout, puis on va essayer de s'établir ici. Puis en même temps, ça a bouclé la boucle de notre projet parce que, tu sais, tu plantes la vigne, puis il faut que tu attendes 4-5 ans avant qu'il y ait du raisin. Puis là, on avait tout le monde qui arrivait, puis qui sont comme « Ah, mais là, vos bouteilles, on a hâte. » Tu sais, puis on leur offrait des soupers. Fait que c'était comme... Tu sais, c'est génial, là. On est capable de faire un super beau cercle, puis... Puis on a un énorme jardin, tu sais, fait qu'on cuisinait tous les légumes. Puis là, on a fait comme, ben là, faire un petit marché ici, c'est super trippant, tu sais. Ça fait juste du sens dans notre tête, tu sais. Puis je pense pas que c'est juste dans notre tête, là, tu sais. De rencontrer des gens qui ont des projets entrepreneuriaux vraiment ancrés dans leur milieu, puis remplis de valeurs, c'est... autant c'est beau que c'est confrontant de dire « Crème, la vie va vite. » Puis en ville, quand on se déplace ou à travers notre milieu de travail, c'est tous des gens qui travaillent qu'on a rencontrés. Puis on les regarde, puis on le sait qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais en même temps, ils ont tellement l'air bien qu'ils ont fait des choix de vie qui représentent ce qu'ils recherchent dans leur quotidien pour vivre le bonheur. Moi, je trouve que c'est vraiment inspirant. C'est tellement beau de le voir dans leurs yeux, ce qu'ils voient dans nos yeux, tu sais. C'est surtout parce que nous, on est tous dans le début de tout ça, tu sais, fait que on n'est pas des farmers, tu sais, mes parents viennent pas d'un milieu agricole, tu sais, fait qu'on est comme tous dans l'émerveillement, tu sais, puis eux aussi. Puis les enfants, ça leur fait une ouverture d'esprit quand même assez incroyable. Ils voient toutes sortes de monde, toutes sortes d'enfants dans des situations, tu sais, qui sont pas à la garderie ou à l'école. Ils font des belles rencontres. Ils montrent des trucs aussi. Ouais. Ils sont super autonomes, là, c'est incroyable. On leur laisse une liberté assez folle. Là. Puis on dirait que juste en passant 2 jours, mais tu te remets en question un peu. Tu as comme le goût de prendre le temps, de ralentir, de vivre les régions autrement pour découvrir d'autres choses. En fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que l'attachement au territoire des gens vient souvent avec un profond désir de travailler en communauté. Quand tu prends le temps de travailler la terre puis que tu as une relation différente au territoire, bien, définitivement, tu te rassembles avec des gens qui sont un peu comme toi. De voir l'importance du territoire pour ces gens-là, pour ceux qui sont partis de l'extérieur puis qui sont venus, autant que les locaux, ça a créé un effet de communauté parce que tout le monde se rassemble autour du territoire. On ne peut pas dissocier les gens du territoire, en fait. Fait que quand on parle d'un retour à la terre, on dirait qu'on parle automatiquement d'un esprit de communauté. Quand on vit le territoire, quand on vit au rythme des saisons, bien, on se rend compte, en fait, que chacun a son expertise. Puis quand tu travailles la terre, puis que ton voisin à côté a des ruches, puis que ton autre voisin a des vergers, bien, on dirait que ça devient naturel. Du moins, pour les gens qu'on a rencontrés, ça devenait naturel de juste se joindre ensemble. Puis, pourquoi on partirait pas une bière avec du miel? Puis on va faire un cidre particulier, puis on va la vendre à la brasserie. Puis là, pour pouvoir garder les gens plus longtemps, bien, on va construire des hébergements, on va les accueillir, Puis l'offre se crée naturellement juste de par les expertises, les passions, puis le temps que les gens mettent.
Puis parce qu'ils sont intéressés, ben ils vont aller au marché d'à côté. Ils vont aller collecter les légumes pour après ça le cuisiner au restaurant de l'autre. Puis, fait que l'esprit de communauté devient automatique quand tu vis le territoire, en fait. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils vivent ici? Bien, ils vivent plein de choses, ils mangent. Tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais cueilli d'œufs frais puis mangé des œufs frais. Fait que les gens, l'été, ils cueillent avec moi, on fait, tu sais, on est généreux, on est contents. On leur fait visiter les serres. Il y en a qui n'ont jamais vu de serre de leur vie, là. C'est impressionnant de voir des tomates jusqu'au plafond, là, qui ont, tu sais, des 10, 12 pieds, 13 pieds de haut, puis que tu vas cueillir, il y a plein de variétés. Après ça, tous les potagers, bien, tu sais, de tout voir comment poussent les légumes. La plupart des gens ne savent pas que les patates, ça pousse dans le sol, tu sais, fait que on permet à des familles, on permet à des gens de pouvoir voir l'environnement des productions. On leur permet d'avoir accès à un territoire. Puis, on contribue aussi à la culture agroalimentaire, qui est très pauvre. Tu sais, les gens, ils n'ont pas de culture agroalimentaire, ils ont beaucoup de culture muséale, ils ont plein de sortes de cultures, puis pourtant, on mange 3 fois par jour. Fait que ça permet aux gens même d'échanger, tu sais, ça les fait réfléchir, tu sais, à l'essentiel. Puis que notre mode de vie, puis que les gens, quand ils viennent ici, ils voient aussi un mode de vie d'autosuffisance. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, on parle de 40-50 ans, il y avait 150 000 fermes au Québec. Là, on est rendu 25 000 fermes, 30 000, tu sais, ça varie. Puis là, on a des jeunes qui s'intéressent. Mais tu sais, on est parti de 150 000 à 25 000 fermes. Là. Ça veut dire qu'il y avait 150 000 familles qui vivaient quasiment en autosuffisance. Tu sais, le Québec, on était riche. Puis on est encore riche. Mais comment qu'on va gérer nos ressources? Il va falloir qu'ils priorisent l'éducation de nos jeunes à l'environnement, d'où vient la nourriture. Il y a du travail à faire. Moi, je pense que l'éducation, c'est la clé. Puis les jeunes, c'est les acteurs de changement. Tu sais, les jeunes, on leur montre comment recycler, puis ils disent aux parents « Non, ça va pas là. » Tu sais, on leur montre, ça fait que les enfants, ils apprennent vite. Si, mettons, à Marc, chez Boiron Expérience, il m'a fait vivre une activité, mais c'était pas une simple activité. C'était une invitation dans son univers, dans tout ce qu'il est en tant qu'humain. Puis je pense que pour un voyageur, c'est riche, puis c'est des connexions vraiment authentiques. Et le but premier du projet, c'est vraiment de préserver la forêt là, comme ça. Puis tu sais, tu vois ici, là, il y a beaucoup, tu vas voir tout le bois qui entre dans la fabrication des bâtiments que tu vois ici, que ce soit à partir de l'accueil, les hébergements, tous les petits bâtiments qu'on a dans le circuit historique. Bien, tout le bois provient de la terre ici. Donc, tous les arbres ont été coupés ici. 90 % du bois. Là. Fait que c'est moi-même qui ai coupé les arbres, transporté, transformé, puis fait les bâtiments avec. Fait que, tu sais, donc, on a une empreinte carbone là, qui est très, très faible. C'est un petit peu ça aussi qui est le but, là. Tu sais, c'est vraiment de le faire tranquillement à notre rythme, puis de bien le faire. C'est une passion, tu sais. Ça a commencé il y a à peu près 30 ans, où là, on avait le goût, on était 4 amis qui voulaient se construire des maisons. Puis on trouvait que la technique scandinave, en bois rond, c'était une des méthodes les plus écologiques, parce qu'on prend un produit qui est brut, on le transforme en produit fini là, directement avec très peu de transformation. Là. On en fait un beau produit puis qui est chaud puis qui est adapté à notre climat. Tu vois, là, juste pour faire ces pièces-là... En plus, Marc est capable de te montrer comment il construit ses chalets de A à Z. Fait que tu pars vraiment d'un bio de bois brut, puis tu le vois le transformer avec sa grosse scie. Moi, ça m'a complètement sorti hors de ma zone de confort. Tu vois toutes ces machines, puis l'effort qu'il met avec son compas. Fait que ça m'a vraiment surpris. Puis c'est le fun de voir d'où ça part exactement, puis de voir le résultat final après. Tu vois le but, là? Puis moi, ce que je fais là, quand j'appuie avec mes pieds comme ça, ben, je viens juste... ça vient coincer ma planche ici. Avec Marc, tu peux participer à des ateliers qui te montrent vraiment du début à la fin comment il bâtit ses hébergements. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir voir l'effort qu'il met
ça te fait encore apprécier plus l'endroit dans lequel tu vis? Ben, parce que je trouve que c'est ça fait partie de notre histoire, de notre culture, le travail du bois. Puis, tu sais, pour faire de la planche, à l'époque, ce qu'on faisait, ben, on utilisait une scie un petit peu comme celle-là, qui est une scie de long. Tu vois, là, en fait, là, c'est que la bille était ronde, évidemment. Fait que les gens, ils écarrissaient un coin sur le côté ici. Puis là, ben, on venait vraiment... Il était 2 personnes pour utiliser ça. Fait qu'une en haut, une en bas. Puis là, on s'en allait comme ça, puis on faisait de la planche. C'était très dur comme travail, là, c'était physique. Là. Fait qu'à 2, c'est vraiment ça. C'est quand même dur avec les épaules, là, tu sais, là. Planche à stopper, tu passes pour un Non, ouais, là, ça serait croche pas mal. Pour moi, recevoir, c'est échanger, tu sais. C'est un échange. Fait que recevoir des gens... Évidemment, là, quand tu fais un projet comme ça, là, si tu n'aimes pas recevoir les gens, puis genre, discuter avec les gens, puis échanger avec les gens, ben, tu fais pas un projet comme ça, là, parce que c'est... Fait que tu as une proximité avec les gens qui est le fun, qui est super intéressante. On mange un bon repas, on discute, on jase, on chauffe le poêle. Puis c'est ça. Recevoir, c'est ça. Je te regarde là, pour répondre à ta question. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est un échange avec les gens. Là. Bien, je pense qu'une rencontre... En fait, je pense que la rencontre permet, si on fait preuve d'ouverture, qu'on prend le temps, puis qu'on désire être curieux, est un peu le reflet de soi. Ça permet de se remettre en question, ça permet de se dire « j'aime ça, j'aime pas ça, je m'associe pas ». Ça permet de confronter, mais ça permet aussi de se rappeler à quel point on est chanceux, à quel point on a du territoire, puis à quel point le voyage ramène une certaine humilité à quelque part, qu'il y a d'autres façons de faire, qu'il y a d'autres façons de vivre, puis tout est possible en fait. Fait que ça l'inspire au changement, je trouve, quand on prend le temps. Tu sais, c'est important, je pense, dans les lieux puis dans les moments qu'on crée, en fait, d'avoir l'ouverture pour se confier puis pour faire un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. C'est très fréquent que des gens vont dire « Ah, j'ai jamais parlé de ça avant, mais il y a telle chose qui se sont passées dans ma vie ou ça me fait réfléchir sur tel truc. » Fait que c'est... Je pense que l'introspection puis le voyage, en fait, au-delà des lieux où on va, commence à l'intérieur de soi, sans être spirituel ou deep ou whatever. Là, tu sais, comment on peut vivre cette spiritualité ou cette rencontre-là. Tu sais. Je pense qu'ici, il y a de la place pour la rencontre avec l'autre, avec la nature, puis avec soi-même. C'est quelque chose qu'on vit ici quotidiennement. Bien, moi, je voyage pour me poser des questions. Je voyage pour me remettre en question. Je voyage pour me confronter, pour pas tomber dans la routine, pour toujours chercher à innover, à être plus créative dans ma vie. Je trouve que de valoriser la nature, le territoire, comme le plus grand département de recherche et développement, puis de s'inspirer de solutions qui ont toujours existé dans la nature, dans l'environnement, pour trouver des solutions innovantes à nos enjeux de société. Je trouve que c'est une des grandes forces du retour à la Terre, de se poser des questions, puis de dire, bien, il n'y en a pas de déchets dans la nature. Comment qu'on peut faire mieux? Comment on peut valoriser des circuits courts? Comment on peut faire en sorte que si on cultive, bien, ça va nous rapporter, mais le coût de la vie va être moins grand parce qu'on va faire du troc avec le voisinage. Fait que c'est définitivement, c'est vraiment en question, c'est sûr. C'est sûr. Ça me donne le goût de passer plus de temps, les 2 mains dans la terre. Moi, je suis un petit peu un citoyen du monde, je veux dire, expatrié partout où je suis, là. Mais ça reste que, tu sais, tout le monde a des racines, puis c'est l'évolution du temps et des rencontres qui fait que tu changes, puis tu t'adaptes. Mais de voir des gens qui reviennent à leur culture, bien, ça t'interroge beaucoup sur qui tu es aussi, là.
Pour moi, le voyage de demain, celui que je rêve, parce que le voyage de demain, c'est difficile à définir, là. Ce serait un voyage où on prend plus le temps, un voyage plus local, plus humain, l'humain au travers de ça, puis indissociable du lieu, de l'espace, puis de la planète. Et on dit souvent qu'on veut protéger la planète, mais ce qu'on veut protéger, c'est avant tout l'humanité. On a la chance d'habiter une planète qui nous a permis, nous, à l'humain, de nous développer. Bien, il faut garder cet objectif-là pour les générations futures. Donc, protéger la planète, c'est protéger l'humain. Puis, le voyageur de demain doit être un témoin de ce qu'il voit, parce que c'est en voyant qu'on prend conscience, justement, de ces éléments-là. Puis, quand on rentre de voyage, bien, on raconte nos voyages, puis on partage ce qu'on a vu, puis les émotions. Pour moi, le pouvoir de la rencontre avec l'autre est indéniable. Je pense que chaque personne, chaque humain rencontré sur notre route a quelque chose à nous apprendre, à nous apporter. Peu importe le sexe, l'âge, la culture, la religion, je pense que chaque rencontre est significative en autant qu'on l'approche avec ouverture d'esprit puis le cœur ouvert. Je pense qu'on devient un meilleur voyageur quand on devient un meilleur humain. On devient un meilleur voyageur quand on va à la rencontre de l'autre. Te transformer, le voyage ne peut pas t'apporter quelque chose de grand si tu fais juste le consommer.